Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exception hongroise. L'Europe de l'Est n'intéresse pas les Occidentaux. Il la considère comme une masse indifférenciée. Il est vrai, on l'a vu, que sur le plan économique et social, existe entre les ex-démocraties populaires des points communs. N'en demeure pas moins que ce monde a une histoire très diverse qui peut contribuer par exemple à expliquer le comportement des Hongrois aujourd'hui. Pensons à la religion. En Pologne, on trouve un catholicisme qui, bien que réel, n'était pas aussi important avant-guerre qu'on le croit et qui s'est affirmé pendant la domination soviétique comme un instrument de résistance nationale. Dans la période récente, il s'est effondré de façon particulièrement brutale, comme l'indique le taux de fécondité polonais, qui est l'un des plus bas de la zone, 1,2 comme en Ukraine. À ce niveau d'intensité, le contrôle des naissances signale la mort du catholicisme. Ailleurs, on révèle d'autres traditions. Une partie de l'avance de la Bohême, devenue République tchèque, remonte au développement dès le XVe siècle d'un protestantisme hussite. L'empire des Habsbourg l'a éradiqué avec d'ailleurs la classe militaire, la noblesse tchèque, mais sans réussir à recatholiser le pays en profondeur. La Bohême s'est classée comme catholique, bien qu'il s'agisse d'un catholicisme formel, un peu comme dans la vallée de la Garonne, où le protestantisme ayant également été éradiqué, apparut au XVIIIe siècle une déchristianisation et une baisse de la fécondité précoce. L'histoire religieuse la plus originale est celle de la Hongrie. Des cartes simplifiées la désignent comme catholique, durant l'entre-deux-guerres, émergeant, diminuée de la désintégration de l'Empire austro-hongrois, elle comptait effectivement une majorité catholique. Mais il y avait aussi, on l'a vu, 5% de juifs auxquels il faut ajouter 20% de calvinistes. La présence si loin à l'est de cette importante minorité protestante s'explique curieusement par la domination qui y exerça temporairement l'Empire ottoman. À l'époque de la contre-réforme, celui-ci contrôlait à peu près le tiers du territoire hongrois et ne trouvait aucun intérêt à éliminer le protestantisme comme le faisaient alors les Habsbourg dans leur empire. Et l'on peut toujours admirer dans l'est du pays Debrecen, la Genève hongroise. Viktor Orban est d'ailleurs d'origine calviniste. Cette substantielle minorité calviniste a sans doute été l'une des clés de la dynamique historique hongroise, religion de progrès, éducatif en tout cas. Le calvinisme a simultanément encouragé le sentiment national et protégé contre l'antisémitisme. Le bon calvinisme s'identifie en effet à Israël. Alors, nous verrons dans les vidéos suivantes ce mécanisme fonctionner sur une échelle beaucoup plus vaste. Les Anglais, les Écossais, les Américains se sont pris à la tour de rôle pour le peuple élu. La Hongrie est très patriote et le pays de la zone où l'antisémitisme a été le moins virulent, après 1968 par exemple, contrairement à la Pologne ou à la Tchécoslovaquie, la bouffée antisémite du soviétisme vieillissant l'a épargné. Auparavant, sous la double monarchie austro-hongroise, elle avait réussi, en cas unique dans la zone, à intégrer, à marginaliser, en l'occurrence, une population juive qui fut la seule d'Europe de l'Est à abandonner massivement le yiddish pour la langue magyare, non indo-européen de surcroît, plutôt que pour l'allemand. Ses membres les plus riches furent anoblis et rejoignirent les rangs de l'aristocratie. En est résultée la population juive la plus patriote d'Europe de l'Est. Il s'agissait, il est vrai, d'une population récemment immigrée venue de Pologne, de Lituanie ou d'ailleurs, attirée par la grande capitale qu'était et que demeure Budapest, séduite par une culture hongroise nationaliste mais assimilatrice. Les Hongrois ont le sentiment d'avoir subi une défaite historique. Ils n'ont guère pardonné le traité de Trianon qui a laissé subsister des minorités magyars dans les pays voisins. Mais au vu de l'histoire de toute l'Europe de l'Est, la Hongrie
me paraît être à un niveau profond la nation la plus sûre d'exister. Ce diagnostic est clair sur une autre singularité, le pouvoir hongrois n'est pas russophobe. On l'accuse régulièrement, Orban, de faire le jeu de Poutine à l'intérieur de l'Union européenne en refusant ou en bloquant certaines sanctions. Mais avant de le juger, demandons-nous pourquoi la seule des démocraties populaires qui se soit soulevée contre la Russie en 1956 manifeste une attitude compréhensive envers Moscou. Notons d'abord l'existence d'une minorité hongroise dans la province ukrainienne d'Urodrod. La politique d'unification linguistique du gouvernement de Kiev n'est pas bien vécue par ses locuteurs du magyar, et l'on conçoit que la perspective d'aller se faire tuer pour récupérer un Donbass rempli de Russes ne les enthousiasme pas et que ne laisse pas le gouvernement de Budapest indifférent. Mais je sens une raison beaucoup plus profonde. Les analystes peuvent indiquer également que cette doctrine par les Hongrois est qu'ils ont pu pardonner aux Russes de les avoir violemment réprimés parce qu'ils ont osé les affronter les armes à la main. L'absence de russophobie n'est pas en contradiction avec le soulèvement de 1956. Il l'explique. Après 1956, les Russes accordèrent à la Hongrie un statut libéral à part dans la sphère soviétique. On parlait alors de la Hongrie comme de la baraque la plus gaie du camp. Et Kadar, le dirigeant choisi par Moscou, avait inventé ce slogan d'un épatant pragmatisme qui n'est pas contre nous, est avec nous. C'est avec confiance en eux qui a permis aux Hongrois d'ouvrir leurs frontières en 1989 et d'abattre le rideau de fer. C'est elle qui leur permet aujourd'hui de ne pas sombrer dans la russophobie. Je suis en train d'évoquer des hypothèses historiques techniquement peu démontrables, mais dont nous avons terriblement besoin pour nous orienter de manière raisonnable et prudente. Alors que le conflit ukrainien pourrait dégénérer, nous ne pouvons pas nous permettre de toujours regarder l'Europe de l'Est comme une masse indifférenciée et accessoire. Là-bas, comme en Ukraine et ici, je suis persuadé que, comme toute désignation d'un bouc émissaire, la russophobie révèle une déficience chez eux qui l'éprouve. Si elle ne nous dit rien de la Russie, elle nous renseigne. En revanche, sur les Ukrainiens, les Polonais, les Suédois, les Anglais, les classes moyennes françaises ou américaines. Nous examinerons ces différents cas occidentaux dans les vidéos suivantes. L'Europe de l'Est, quant à elle, est travaillée par une flagrante inauthenticité. On la présente comme étant démocratique et libérale par nature, tout en reprochant un peu à la Pologne et à la Hongrie de céder parfois à des réflexes conservateurs. La réalité est que tous ces pays, malgré leur diversité, sont dominés par des classes moyennes fabriquées par le communisme qui, une fois libérés, ont mis leur prolétariat au service du capitalisme occidental. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.